Hollywood brille comme un rêve sans fin, mais derrière cette lumière se cachent des destins qu'on ose à peine supporter. Des enfants, autrefois célébrés en Europe et en Amérique, portèrent la gloire comme une couronne d'or, tandis que leur cœur se brisait en secret. Ils ont grandi sous les projecteurs, mais sont morts dans la solitude, consumés par un système qui prenait plus qu'il ne donnait. Aujourd'hui, nous regardons cette vérité sans voile. 8 vies, 8 étoiles, qui ont brillé plus fort que toutes les autres et qui ont pourtant été englouties par l'obscurité d'Hollywood. Judy Garland était pour des millions la fille qui chantait quelque part au-dessus de l'arc-en-ciel. Mais derrière cette voix se cachait l'un des chapitres les plus cruels de l'ère des studios. À 13 ans, la MGM lui a déclaré qu'elle était trop grosse, trop ordinaire, pas assez glamour. À partir de ce moment, un système qui se voulait familial a commencé à la détruire systématiquement. Elle recevait des portions de café noir au lieu de repas, des cigarettes pour couper l'appétit et des stimulants pour tenir les interminables journées de tournage. Parce que les pilules la maintenaient éveillée la nuit, on lui administrait des sédatifs, un cycle qui a rapidement dévoré son corps et son âme. En même temps, on la rajeunissait et la vieillissait. Sa poitrine a été bandée pour le magicien d'Oz, afin qu'elle paraisse plus enfantine, tandis que derrière les coulisses, on la sexualisait et la poussait dans des relations qui plaisaient au public. Pas à elle. Elle gagnait des millions, mais la MGM contrôlait chaque pas, chaque émotion, chaque erreur. Quand elle s'est effondrée plus tard, a traversé des scandales et a dû survivre dans les plus petits clubs, personne n'était plus là pour la célébrer. Le 22 juin 1969, Judy est décédée dans une salle de bain de Londres, officiellement d'une overdose de barbiturique, mais en réalité de 3 décennies d'exploitation. River Phoenix était considéré comme le garçon qui allait tout changer. Avec sa percée dans Stand By Me, il a montré une profondeur que l'on pensait à peine possible chez un adolescent. Il était sensible, très talentueux, conscient du monde et pourtant plus vulnérable que son image publique ne le laissait entendre. Son enfance a été marquée par une communauté religieuse que la famille n'a quittée que tardivement, et River a ressenti très tôt la responsabilité de subvenir financièrement aux besoins de ses parents et de ses frères et sœurs. Plus il réussissait, plus la pression d'être parfait augmentait. Un modèle, un génie, une star sans défaut. Mais River ressentait tout plus intensément que les autres. Pour trouver le calme dans son esprit, il a expérimenté des substances, d'abord par curiosité, plus tard par le besoin d'anesthésier son agitation intérieure. Des films comme Running on Empty et My Own Private Idaho ont fait ressentir au monde sa douleur et sa vérité exceptionnelle, tandis que lui-même se brisait de plus en plus. Dans la nuit du 30 octobre 1993, River s'est effondré devant le Viper Room à Los Angeles. Son frère Joaquin a appelé les urgences désespérément, mais toute aide est arrivée trop tard. Gary Coleman était le visage de toute une ère télévisuelle. Avec Different Strokes, il a fait rire des millions de personnes, mais derrière sa célèbre question « What you talking about, Willis ?» se cachait un garçon dont la vie ne lui a jamais appartenu. Dès sa naissance, Gary a souffert d'une grave maladie rénale. Opérations, dialyse et médicaments ont arrêté sa croissance et en ont fait l'acteur enfant parfait, petit, mignon, incomparable. Hollywood voyait un produit, pas une personne. Pendant que Gary gagnait une fortune par épisode, l'argent disparaissait entre les mains de ses parents et de ses managers. Quand la série s'est terminée, il ne restait presque rien. Mais pire que la perte financière, c'était la réalisation que le monde ne voulait le voir qu'en tant qu'Arnold Jackson. Adulte, mesurant seulement 1,42 m, il trouvait à peine des rôles. Il était assez célèbre pour être constamment reconnu, mais pas assez pour pouvoir en vivre. Désespoir, maladie, procès et les attentes infinies des autres l'ont dévoré. Il se battait encore et encore pour remonter la pente, mais chaque tentative se terminait plus durement que la précédente. Dominique Dunne semblait posséder tout ce dont une jeune actrice à Hollywood avait besoin. Talent, discipline, personnalité et une famille profondément enracinée dans le monde du cinéma. Sa percée dans Poltergeist a montré non seulement sa présence naturelle, mais aussi une profondeur émotionnelle qui lui promettait un grand avenir. Mais alors que sa carrière décollait, un drame invisible a commencé,
qui n'avait rien à voir avec Hollywood, mais avec sa vie privée. Quand elle a rencontré le chef John Sweeney, il paraissait charmant, réussi et mature. Un havre de paix apparent pour une jeune femme qui prenait sa carrière au sérieux. Mais derrière cette façade se cachait un homme rongé par la jalousie et le besoin de contrôle. Son affection est rapidement devenue possessivité, son admiration surveillance. Des amis ont vu des ecchymoses, ont vu Dominique devenir incertaine, plus silencieuse, plus prudente. Elle a essayé de le quitter, mais Sweeney ne lâchait pas. Le 30 octobre 1982, il est venu chez elle, furieux et hors de contrôle. La confrontation s'est terminée par le fait qu'il a étranglé Dominique dans le jardin, tandis qu'un ami, effrayé, appelait la police depuis la maison. Judith Barcy avait une voix qui pouvait toucher tous les cœurs. En tant que Ducky dans Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles, ou Anne-Marie dans Charlie, mon héros, le monde entier est tombé amoureux de cette petite fille, à la voix chaude et claire. Derrière le microphone, cependant, vivait un enfant qui devait craindre pour sa sécurité jour après jour. Judith avait 5 ans quand Hollywood l'a découverte, et son talent l'a rapidement propulsée au rang des actrices enfants les plus demandées. Mais alors qu'elle brillait devant la caméra, elle était hantée par un cauchemar à la maison. Son père, Yosef Barcy, un homme plein de rage, de jalousie et de contrôle, a maltraité Judith et sa mère Maria pendant des années. La petite fille expliquait les ecchymoses par « je suis tombée », mais tous ceux qui la connaissaient sentaient que quelque chose n'allait pas. Les autorités ont été alertées, mais Joseph savait maintenir une façade. Maria voulait fuir, avait peur et espérait que tout se calmerait. Mais la violence ne se calme pas. Le 25 juillet 1988, tout a dégénéré. Joseph a d'abord abattu Judith, puis Maria, avant d'incendier la maison et de se suicider. Brad Renfro a été découvert à l'âge de 10 ans. Un garçon du Tennessee qui n'avait jamais fréquenté d'école d'acteur, mais qui se tenait devant la caméra comme s'il était né pour ça. Sa percée dans Le Client l'a propulsé star du jour au lendemain. La vulnérabilité, la dureté, l'honnêteté dans son jeu ne venaient pas de la technique, mais d'une vie déjà marquée très tôt par l'instabilité. Brad a grandi dans un environnement brisé, soutenu par sa grand-mère, tandis que les adultes autour de lui luttaient avec leurs propres abîmes. Hollywood voyait en lui un diamant brut, mais personne ne se souciait de savoir qui il était avant que les caméras ne tournent. Avec la gloire est venue une responsabilité à laquelle aucun enfant n'est préparé. Brad est devenu le soutien de sa famille, et la pression a augmenté plus vite qu'il ne pouvait grandir lui-même. Les rôles sont devenus plus sombres, les tournages plus difficiles, et Brad a trouvé dans la drogue quelque chose qui anesthésiait brièvement le vide. À partir de là, chaque chute est devenue plus publique, chaque erreur plus durement jugée. Hollywood aimait son talent, mais pas le garçon derrière. Plusieurs séjours en cure de désintoxication, des retours ratés et un désespoir croissant ont finalement conduit à cette nuit de janvier 2008, lorsque Brad est mort d'une overdose, à seulement 25 ans. Un enfant que l'on avait célébré, utilisé et oublié. Corey Haim était le visage de toute une génération d'adolescents. Avec des films comme Lucas et Génération perdue, il est devenu l'incarnation de l'idole juvénile des années 1980. Son sourire, sa vulnérabilité et son charme naturel en ont fait une star que l'Europe et l'Amérique aimaient également. Mais derrière cette légèreté se cachait une vérité qu'Hollywood avait cachée pendant des décennies. Corey était encore un enfant lorsque des hommes puissants de l'industrie l'ont exploité, des personnes qui se faisaient passer pour des mentors et des amis, tout en lui arrachant son innocence. La douleur de ce qu'il avait vécu a commencé à dévorer lentement Corey. Ce qui a commencé comme une petite évasion est rapidement devenu un abîme de pilules, d'alcool et de doutes. Personne ne lui a expliqué comment vivre avec un traumatisme quand le monde pense que vous êtes parfait. Avec son ami Corey Feldman, il a essayé de se relever encore et encore, mais chaque rechute était un coup qui allait plus profondément que le précédent. Au fil des ans, il a disparu des grandes productions, et les médias ont commencé à le considérer comme un avertissement plutôt qu'une personne. Talk-shows, formats de télé-réalité, retours désespérés. Corey cherchait un chemin pour retrouver une vie, pas seulement pour revenir sous les feux de la rampe. 8 jeunes vies, 8 étoiles qui ont brillé de 1000 feux et qui pourtant se sont éteintes dans l'ombre d'un système qui célébrait leur talent, mais ignorait leur humanité. Derrière chaque sourire de ces enfants
se cachait un combat que personne ne voulait voir, ni les studios, ni le public, souvent même pas les personnes qui auraient dû les aimer et les protéger. Leurs histoires nous rappellent que la gloire n'est pas un bouclier, mais parfois un voile qui rend la douleur invisible. Quand nous voyons leurs films aujourd'hui, quand nous entendons leur voix, nous ne devrions pas seulement admirer les personnages, mais aussi honorer les enfants derrière eux. Leur lumière fut courte, mais inoubliable,